vais vous présenter donc le docteur Claire Ponsard, qui est directrice du laboratoire de référence sur les brucelloses animales à l'ANSES, à Maison-Alfort. Donc Claire, c'est la spécialiste de la brucellose animale et notamment de la brucellose canine. Et c'est vrai que elle va en parler. On s'inquiète beaucoup, notamment récemment, de l'apparition de pas mal de cas en France. Elle va vous en parler. Et donc Claire, je te passe la parole. Merci beaucoup Alain, bonsoir à tous. Je suis ravie de continuer cette série de webinaires sur brucellose canine et sur la reproduction, qui est un autre thème que j'affectionne. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi est-il important d'en parler. Donc, je vais essayer de passer ma diapositive. Voilà. Et j'ai donc, on va dire, 5 grands points qui permettent de montrer combien la brucellose canine est importante. Donc, d'une part, parce qu'il y a plusieurs espèces de brucella qui peuvent infecter le chien. D'autre part, parce qu'on a eu une augmentation récente des cas en France, en Europe. Parce que la transmission est très fréquente et que quand un élevage de chiens est touché, il est souvent touché avec une prévalence importante au sein de son élevage, que la maladie est assez difficile à confirmer et qu'elle est difficile à soigner. Donc, on va dire que je vais essayer d'argumenter sur ces différents points. Donc, on retrouve 4 espèces de brucella chez le chien. Donc, la brucellose, comme l'a dit Alain, c'est une zoonose de répartition mondiale. Donc, en règle générale, ce que vous pouvez voir, c'est sur toutes les petites vignettes, c'est que ça touche de nombreuses espèces animales. Et chez la plupart des animaux, on a des troubles de la reproduction. Et on peut avoir un passage à la chronicité avec des arthrites. Donc, par exemple, chez les ruminants, ça peut s'appeler la maladie du gros genou, des arthrites de façon chronique. Chez l'homme, c'est plutôt une fièvre ondulante. On peut avoir aussi des infections chroniques et on peut avoir un certain nombre de complications avec des spondylodicites, donc des infections des disques des vertèbres. Notamment, on peut avoir des complications neurologiques de temps en temps. On appelle ça aussi la maladie de la patraquerie, la maladie dont on a aussi, qui peut passer à la chronicité, dont on a du mal à se débarrasser. Donc, on la retrouve, comme vous voyez, chez de très, très nombreuses espèces animales et en particulier une espèce qui est retrouvée chez le chien qu'on appelle le Brucella canis. Donc, ça, c'est l'espèce et qui a été identifiée pour la première fois en 1966 aux USA dans un élevage de big. Alors, donc on a ces 4 espèces dont je vais vous parler. Donc, une espèce qu'on retrouve d'habitude plutôt chez les ruminants et chez les bovins, Brucella abortus. Voilà, on va dire un premier groupe d'espèces de Brucella qu'on retrouve donc chez les ruminants, Brucella abortus, les petits ruminants, Brucella melitensis, et chez les cochons, les suidés, donc Brucella suisse. On la retrouve déjà donc chez les chiens également. Donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Australie, on a pas mal de cas de chiens infectés par Brucella suisse qui sont rapportés. On a également dans certaines fermes des chiens et des chats qui peuvent être infectés également donc par ces espèces qu'on retrouve habituellement chez les ruminants. Il y a eu un cas très particulier aux Pays-Bas il y a quelques années avec un chien qui s'est infecté par de la viande importée d'Argentine qui était infectée de la viande de lièvre qui était infectée par Brucella suisse également. Mais le plus fréquent, c'est Brucella canis, donc qui est un autre groupe qui est un peu une sous-famille de Brucella, qui est un petit peu différente des autres et qu'on retrouve presque uniquement chez le chien. Alors, chez l'homme, c'est une infection rare. Il faut savoir on va dire, il y a une vingtaine de cas confirmés humains décrits. Mais il faut savoir également qu'on n'a pas de test sérologique validé pour les infections à Brucella canis. Et donc, on pourrait avoir de temps en temps des cas, on va dire, qui sont sous-diagnostiqués.
En Europe, on n'avait jamais eu de cas humains décrits. Les 2 premiers cas ont été confirmés récemment en 2022, un cas aux Pays-Bas et un cas au Royaume-Uni. Donc, le premier cas, c'est une éleveuse de chiens âgée de 55 ans il y avait des commémoratifs d'une infection à Bruxella canis récente dans son élevage et qui pratiquait la réanimation de chiots à la naissance en faisant du bouche à bouche. Donc, quand même, on va dire un contact à risque important et qui a donc développé la maladie. Et un autre cas, donc, qui est le cas des Royaumes-Unis, une éleveuse de 60 ans qui a observé l'avortement de sa chienne quelques jours après importation de Biélorussie. Et donc, cette dame qui était immunodéprimée a eu vraiment quand même des symptômes assez sévères, des maux de tête importants. Elle a été hospitalisée 2 semaines, a perdu 9 kilos. C'est aussi pour vous montrer que les symptômes peuvent être relativement conséquents. Alors, l'augmentation des cas en France et en Europe, alors là, c'est une carte du monde et évidemment, toutes les zones les plus foncées sont les zones où on a en moyenne le plus de cas décrits. Donc, vous voyez effectivement que dans toute l'Asie, c'est relativement foncé, mais ils ont également beaucoup de brucellose dans toutes les espèces par ailleurs. On a aussi l'Amérique du Sud qui est classiquement associée avec des cas de brucellose canine et quand même tout le continent nord-américain et notamment le sud du continent nord-américain également, dans lequel l'affection à Brucella canis est très répandue. Vous voyez qu'en Europe, on avait quand même aussi un petit peu de couleur avec des zones et des chiffres plus ou moins élevés en fonction des pays. Vous voyez aussi que ce qui marque, c'est bien évidemment les zones grises, qui sont des zones où on ne connaît pas la prévalence de Bruxella canis et où on ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors nous, ce que je peux vous dire, alors c'est vrai que c'est une diapo qui est un petit peu compliquée, mais c'est un petit tour d'Europe des cas depuis 2018. Donc, une énorme augmentation du nombre de cas au Royaume-Uni en lien avec les adoptions et notamment donc via des associations qui récupèrent des chiens dans les pays de l'Est. On a eu pas mal de cas décrits aux Pays-Bas et notamment dans des élevages, des cas aussi à partir de portées, pas mal de troubles musculo-squelettiques décrits. Un foyer en 2020 en Suède avec un mâle importé des Pays-Bas en lien avec le Mexique. On travaille beaucoup avec l'Ukraine où il y a un certain nombre également d'animaux infectés qui ont été diagnostiqués. En 2019, une revue de cas de laboratoire a été publiée et on décrit 4 cas de femelles avec également des infections des disques vertébraux et des importations de Macédoine, de Moldavie, de Roumanie. Un très très gros élevage infecté avec plusieurs centaines de chiens donc rapportés en Italie. Avec aussi, donc vous voyez, des tests séropositifs en très grande quantité, 46%, plus de 260 tests positifs dans cet élevage, et 68 souches isolées, ce qui est quand même énorme, et qui montre aussi qu'on arrive à isoler et à confirmer réellement l'infection dans environ 10% des cas, ce qui est très faible. On a eu également un cas en Suisse avec des élevages, un élevage en Suisse qu'on a suivi et un cas qui a été publié, et puis au Portugal. Alors en France également, on a eu des cas. On a réussi à confirmer 26 cas depuis 2-3 ans. Une dizaine d'élevages touchés et un certain nombre de chiens de particuliers. Donc, en fait, c'est dans toutes les régions, du nord au sud, de l'ouest à l'est, des mâles, des femelles, plutôt des animaux jeunes quand même, 5 mois, 4 ans. Alors, on a eu un chien âgé infecté de Brucella suis biovar 2
qu'on a diagnostiqué également, que j'ai pas mis là, parce que j'ai remis uniquement les chiens infectés par Brucella canis, des chiens avec et sans symptômes, donc vraiment parfois des chiens dans la force de l'âge, mais qui sont dans un élevage infecté, qui n'ont pas de symptômes. On fait des prélèvements, on a vu que par exemple, ils étaient sécréteurs dans l'urine, surtout, donc ça c'était un mâle, mais sans symptômes cliniques. Plusieurs cas en relation avec des importations de différents pays, Bulgarie, Roumanie, Russie, Biélorussie, États-Unis. La liste n'est peut-être pas exhaustive, avec des séroprévalences intra-élevage très élevées. Donc, c'est ce que je vous disais, de 10 à 40%. Ça veut dire que si dans un élevage de 10 chiens, j'ai prélevé les 10, j'ai eu 1 à 4 chiens infectés. Si j'ai eu 30 chiens parfois, c'est pareil, j'ai pu avoir entre 5 et 10 chiens infectés. Donc, on peut avoir vraiment parfois un tiers de l'effectif avec des tests séropositifs, et donc vous pouvez imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence. On a eu plus de 1000 prélèvements qu'on a pu analyser au cours de cette période, et on va dire sur tous les prélèvements qui sont arrivés chez nous, on a eu environ 10% des chiens avec des sérologies positives. Alors c'est vrai que ceux qui arrivent chez nous en règle générale, c'est qu'on a une suspicion, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu aussi ce qu'on a fait comme travail au niveau du LNR depuis 2-3 ans. Donc, ce qu'on a pu se rendre compte, et c'est vrai que c'est du partage aussi qu'on a eu avec le Royaume-Uni, on avait beaucoup échangé, et même l'Italie également. Vraiment, le e-commerce, le développement du e-commerce avec des introductions, on va dire, de plein de pays, ça nous semble être un facteur de risque d'introduction de cette maladie qui peut expliquer pourquoi peut-être tout à coup on a cette émergence. Donc la transmission est très fréquente entre chiens, comme je vous l'ai dit, et donc c'est pas uniquement une transmission par voie vénérienne lors de l'accouplement, ce qu'on pouvait penser, c'est aussi une contamination oronasale et conjonctivale, puisque en fait Brucella se transmet très facilement par les voies respiratoires, c'est-à-dire un chien qui respire ou qui lèche un arrière de chienne qui serait infectée après avortement. Enfin voilà, il va facilement se contaminer aussi par cette voie, en sachant bien sûr que ça va dépendre bien de la voie d'infection. Donc comme je vous dis, c'est vrai qu'on dit chez l'homme qu'il faut en règle générale 10 à 100 Brucella pour s'infecter par voie, par transmission, par aérosol, donc par voie respiratoire. C'est pour ça qu'on porte tout le temps des masques quand on travaille avec les bactéries. Donc la plus forte source d'excrétion, c'est bien sûr tout ce qui est mise bas. Là, c'est un peu comme une bombe à Bruxelles, avec des quantités vraiment très très importantes qui sont excrétées. Ça, c'est chez tous les animaux en fait. Et il faut savoir que les écoulements vulvaires peuvent rester contaminés quand même plusieurs semaines, 4 à 6 semaines. On peut aussi avoir, je pense, dans les cas de mise bas normale, une chienne qui serait infectée, probablement également une excrétion. C'est dans toutes les autres espèces décrites de cette façon. On a des contaminations possibles par les écoulements sanguins pendant les chaleurs et donc après une mise bas normale. Alors, c'est vrai que dans la semence, on a des fortes charges bactériennes, surtout en début d'infection, les 8 premières semaines, les 2 premiers mois. Mais il faut savoir que chez Brucella, comme la bactérie, en fait, se planque dans les ganglions et elle peut ressortir et se remultiplier à certains moments, on peut avoir des animaux qui excrètent de façon intermittente pendant plusieurs années. Et donc ça, c'est vrai pour la semence, c'est probablement vrai aussi sur l'urine. Alors, c'est vrai que dans l'urine, on pense que le niveau d'excrétion est un peu plus faible que postpartum, après la mise bas, et qu'on peut avoir également de l'intermittence. Mais il faut savoir que chez certains animaux, il est décrit que la présence dans les urines peut être très longue, 1,5 ans, et ça peut être aussi lié au fait qu'on a une multiplication possible de la bactérie dans la prostate. Donc, si on a à un moment donné le chien un peu plus faible, ça peut revenir et en tout cas chez certains animaux, il faut songer à cette présence de bécanis plus longue.
il faut aussi penser au risque de contamination, on va dire indirecte, alors via des aires de détente, d'hébergement, des gamelles. Alors, c'est peut-être moins fréquent. Ça dépend bien évidemment de la fréquence, du fait qu'un chien puisse excréter dans cet environnement. Mais on peut imaginer que dans la dissémination au sein d'un chenil, c'est peut-être possible et qu'il ne faut pas, on va dire, écarter complètement cette voie de transmission, sachant que Brucella peut survivre relativement longtemps dans l'environnement, quelques mois, si l'environnement est, on va dire, favorable à sa survie. Donc ça veut dire quoi, un environnement favorable? Ben, c'est un environnement où elle va trouver peut-être de la matière organique pour se multiplier, où elle va avoir des températures plutôt fraîches. Elle survit assez bien à la congélation. Nous, on garde toutes nos souches congelées à -20. Et s'il y a de l'humidité, parce qu'évidemment, les bactéries n'aiment pas la sécheresse, elles préfèrent l'humidité. Voilà, il faut savoir que la survie est possible. Normalement, c'est une bactérie qu'on arrive assez facilement à détruire par des désinfectants usuels de type ammonium quaternaire, eau de javel, certains le guttaraldéhyde et d'autres désinfectants usuels. Signe clinique, donc en règle générale, on dit échec de reproduction, mais attention, on sait que certains animaux n'ont pas de signe clinique. On sait aussi qu'il peut y avoir une forme de latence, notamment chez des jeunes animaux qui sont prépubères. On sait que Brucella peut rester dans les ganglions. Et puis, au moment où l'appareil reproducteur se met en route, ou quand il y a une gestation qui se met en route, ben là, il peut y avoir une multiplication au niveau des appareils reproducteurs et on peut avoir des symptômes cliniques qui se déclarent finalement assez tardivement autour de la puberté ou au cours de la gestation. C'est pour ça qu'on peut avoir des avortements tardifs et moyens. Donc, on dit plutôt entre jours 45 et 59, mais probablement les mortalités embryonnaires avec résorption, des échecs de conception ou même des portées avec un nombre réduit d'animaux peuvent être aussi des signes d'appel pour cette maladie. Chez les chiens, il peut y avoir de la douleur. Alors souvent, c'est une épididymite. C'est pas forcément, on va dire, une orchite avec un très très gros testicule. Mais enfin, bien évidemment, toute asymétrie des testicules doit pouvoir également être un signe d'appel. Bien sûr, de la douleur. Et si, on va dire, on a un passage à la chronicité, on peut avoir, à l'inverse, une atrophie du testicule et de l'infertilité. Des signes auxquels on ne pense pas très souvent, mais qui sont assez finalement de plus en plus rapportés fréquemment, c'est tout ce qui est douleur articulaire, donc en raison d'infections des disques intervertébraux, donc des discospondylites, qui ne passent pas avec des traitements antibiotiques normaux, un mal de dos, des boiteries, des faiblesses musculaires ou des signes cliniques qui ressemblent. Les bactéries peuvent rester également dans le sang, on va dire, assez longtemps. Alors bon, ça dépend sans doute des animaux, sans doute certains quelques mois, et elles peuvent également rester dans les ganglions, planquées, et donc il peut y avoir, on va dire, des périodes de réexcrétion chez certains animaux, sans qu'il soit facile de savoir qui et quand, et c'est ça la difficulté. Alors, pourquoi est-ce que c'est une maladie difficile à confirmer? Parce qu'on a des tests qui vont dire ne sont pas parfaits. Alors, faut dire, les tests parfaits, en règle générale, n'existent pas. Mais bon. Donc, on a une première famille de tests qui est de détecter les anticorps qui sont, on va dire, produits en cas d'exposition à Brucella canis. Donc ça, c'est un peu comme le Covid. Vous attrapez le Covid, au bout d'un moment, votre organisme essaie de se défendre. Il produit des anticorps et donc c'est ça qu'on va mesurer. Donc c'est pour ça que c'est indirect. On va mesurer les anticorps. Donc ça, c'est quand même assez utile pour le dépistage et le suivi d'animaux parce que d'une part, ça se fait à partir d'une prise de sang, on cherche dans le sérum, que c'est pas très coûteux, que ça peut être assez rapide et qu'on peut répéter les tests et que certains tests permettent, on va dire, de quantifier la quantité d'anticorps. Donc ça, c'est intéressant parce que on peut faire une dynamique, voir si les anticorps augmentent, s'ils diminuent. Et donc, notamment quand on a des résultats qui sont faiblement positifs, c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un test qui n'est pas parfait. Et donc, on peut avoir parfois
des tests séropositifs qui sont, on va dire, des faux positifs, donc soit parce qu'il peut y avoir des réactions croisées avec d'autres bactéries, ou alors, inversement, des animaux qui seraient infectés depuis très longtemps ou depuis pas très longtemps et qui, du coup, n'ont pas encore d'anticorps dans le sang alors qu'ils sont infectés. Toutes les situations existent. On a une autre famille de tests qu'on appelle des tests de confirmation qui, là, en fait, visent vraiment à chercher la bactérie ou à son ADN. Donc là, évidemment, on va dire que si on trouve l'ADN de Bruxella canis ou si on trouve la bactérie, on est certain que l'animal est infecté. Donc ça, c'est un diagnostic de confirmation. Donc c'est très utile parce qu'on est certain qu'on est dans un environnement infecté. Le souci, c'est que pour faire ça, soit on fait de la bactériologie, mais c'est très long, puisque c'est une bactérie qui met à peu près 5 à 10 jours pour pousser, donc c'est long, il faut attendre, et c'est assez peu sensible, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que normalement, on va y arriver que dans 10% des cas. C'est en revanche très, très intéressant pour nous parce que ça nous permet de savoir quels sont les types de bactéries qui circulent en France et on arrive à savoir, par exemple, si c'est des bactéries qui viennent de l'Est ou si c'est des bactéries qui viennent des États-Unis ou si c'est des bactéries qui viennent d'Italie. Enfin, on arrive bien à suivre l'origine en fait de l'infection grâce à ça. Donc évidemment, moi, j'ai toujours tendance à vouloir isoler la souche. Mais on va dire que si on a de l'ADN de Brucella, normalement, ça doit signer également une infection de façon relativement certaine. Donc, il faut savoir en revanche que les protocoles ne sont pas standardisés. Donc, tout résultat négatif, ça va être compliqué à interpréter parce que il faut toujours que vous puissiez penser également que dans ce cas non plus, on n'est pas parfait et qu'un résultat négatif ne signifie pas toujours que l'animal est indemne et non infecté. Donc voilà, troisième possibilité, le mal d'Itoff. Donc ça, c'est un peu compliqué, c'est la spectrométrie de masse, mais c'est très utilisé par les laboratoires qui permettent d'identifier des bactéries. Donc par exemple, si vous avez une infection urinaire, on peut facilement mettre une colonie et paf, l'appareil vous dit c'est un Escherichia coli, c'est je ne sais pas quoi. Et ça peut vous dire, c'est une Brucella, c'est un Ochrobactrum. Et il faut savoir que cet appareil, parfois, se trompe. Et de très souvent maintenant, on nous envoie des Ochrobactrum qui se révèlent être des Brucella canis parce que l'appareil n'est pas tout à fait bien calibré pour Brucella canis. Donc, on est éventuellement preneur de tout Ochrobactrum. Si vous avez sur vos résultats d'analyse Ochrobactrum, attention, ça peut être une Brucella. Voilà. Alors, maladie difficile à traiter, donc ça, c'est vrai que c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a des traitements antibiotiques qui existent, qui sont publiés, qui en règle générale font appel à des bithérapies de longue durée, c'est-à-dire 1 ou 2 mois. Alors, on a assez peu, on va dire, on a plusieurs traitements possibles, mais on a pour quasiment tous les traitements des articles qui décrivent des taux de rechute élevés. Et on n'est pas complètement certain que la maladie puisse être guérie après traitement. Et on peut avoir des chiens qui restent contaminés. Donc le traitement, bien sûr, est long et coûteux, sans parler des risques éventuellement d'antibiorésistance ou, dans certains cas, si on utilise trop souvent l'antibiotique réservé au traitement des humains, bah, il faut savoir que peut-être un jour, on pourra aussi avoir des problèmes d'antibiorésistance. Donc, dans les cas d'élevage, je dirais qu'il y a la question de l'euthanasie à discuter au cas par cas, en sachant que d'autres options existent. Alors évidemment, le fait de pouvoir placer un animal, mais on va dire avec un consentement éclairé, si on doit garder l'animal et qu'on veut faire des groupes d'animaux, on va dire, dont on sait qu'ils sont infectés, la solution à privilégier, c'est combiner la stérilisation et les traitements antibiotiques, puisqu'on sait que ça réduit quand même les risques d'excrétion et qu'on a des risques de transmission qui vont être plus faibles, avec des meilleures chances d'éliminer l'infection, mais toujours sans garantie. Voilà. Donc, pour la prévention, malheureusement, il n'existe pas de vaccin. Moi, je pense qu'il y a vraiment des mesures de biosécurité à mettre en place. D'une part, à l'intérieur d'un élevage, avec des quarantaines,
dans l'idéal de 6 à 8 semaines, parce que être sûr qu'on ait le temps de voir si l'animal déclare ou pas et produit ou pas des anticorps, de faire un test sérologique à l'arrivée, puisque s'il est déjà positif, on va dire que c'est plié, et répéter 6 semaines après pour voir si l'animal, on va dire, n'était pas en phase d'incubation. Chez des chiens reproducteurs, et des mâles notamment qui peuvent faire des saillies dans différents endroits. Je pense qu'il faut tester régulièrement, parce que c'est pas parce qu'on est négatif aujourd'hui qu'on sera négatif demain. Là aussi, je dirais que c'est comme le Covid. Et pour tester tout chien ou chienne qui présente un trouble de reproduction. Et si on est dans un élevage qui a, on va dire, au moins un cas d'animal infecté, il me paraît vraiment important de tester tout l'effectif, sans exception. Même s'il y a des parcs séparés, si on dit non, ils n'ont jamais de contact, pour se faire une idée vraiment réelle de la situation et de ne pas hésiter à penser la conception des élevages avec des petits groupes de chiens pour essayer, on va dire, de faire des chiens à statut sanitaire connu et ne pas faire des mélanges de statuts sanitaires divers et variés, parce qu'alors là, on s'en sort pas. Et il y a aussi, bien sûr, la gestion de la reproduction pendant des périodes, on va dire, de contrôle de la maladie qu'il faut absolument mettre en place, et c'est compliqué. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'on s'y mette tous ensemble, je dirais, pour être attentif et pour éviter la dissémination de cette maladie. Pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. D'une part, le risque zoonotique rare mais avéré. L'augmentation du nombre de cas en France et en Europe, on n'est pas les seuls, hein, donc tout autour de nous, il y en a. La transmission très fréquente entre chiens, les symptômes cliniques qui peuvent être très douloureux, et je pense que pour tous les gens qui ont des animaux, on ne peut pas se permettre de mettre sous le tapis une infection qui fait souffrir les animaux, et j'imagine qu'une épididymite, j'imagine qu'une discospondylite, j'imagine qu'un avortement sont des symptômes douloureux, et on doit prendre en compte ça dans notre gestion de la brucellose canine. Les difficultés de traitement en raison en fait de la difficulté de traiter cette maladie, et en sachant aussi que réglementairement on se doit de déclarer les suspicions et les infections aux services vétérinaires départementaux, parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je réponds volontiers à toutes les questions. Et donc, j'arrête le partage de mon écran et j'arrête de parler également. J'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et rêve que tu crois que tu vas arrêter de parler, parce que maintenant, tu peux aller dans questions et réponses. Ok. Tu les vois? Et oui, je les vois. Exactement. Tu peux répondre à ce qui t'inspire, s'il te plaît. Alors, comment on reconnaît un chien contaminé? Donc, là, je vous l'ai dit, en fait, c'est soit on a des signes cliniques d'appel, soit on a un résultat de laboratoire qui vous permettent de penser qu'il peut être contaminé, soit, voilà, en gros, c'est ça. Hein, c'est soit on a des signes cliniques, soit on a des résultats de laboratoire qui vous permettent de dire qu'il est contaminé. Je suis éleveuse, donc j'ai une mortalité sur des portées, une femelle a avorté. Tous les chiens ont eu les mêmes symptômes respiratoires. Ils faisaient le poisson. Ah, la dame a eu une hospitalisation. Elle a fait tester les femelles, elles étaient négatives. Il n'était rien. Pensez-vous qu'il peut y avoir un lien? Je dirais oui, je pense qu'il pourrait y avoir un lien. Il me semble que dans ce cas, il faut tester l'ensemble des animaux, parce que c'est compliqué en fait sur un seul animal. Je vous l'ai dit, si on fait un prélèvement et qu'on fait une bactériologie, on a presque une chance sur 10 que ce soit de la trouver quand elle y est, parce que c'est pas si facile. Et donc, il faut pas hésiter à répéter les prélèvements. Alors, du coup, je reviens, je remonte, parce que je sais pas, il a bougé tout seul. Je remonte, hop. Du coup, qu'est-ce qui doit nous alerter pour une possible contamination? Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la partie symptômes éventuels, lien épidémiologique avec un élevage infecté,
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Troubles de reproduction, c'est des signes cliniques ou des résultats de laboratoire ou un lien épidémiologique avec un élevage infecté. Si vous introduisez un chien issu d'un élevage infecté, potentiellement, évidemment, vous avez des chances d'avoir un animal infecté, même s'il n'a pas de symptômes. Et même s'il a eu un seul test négatif, parce qu'on pourrait considérer que peut-être il est en période d'incubation. Il ne faut jamais oublier la période d'incubation qui peut être longue. Voilà, je suis éleveuse d'un élevage de 9 chiens, un fort taux de mortalité néonatale, brucellose. J'ai importé 2 chiens d'Ukraine. Nous avons fait un test. Tous les tests sont négatifs. Moi, je dirais, il faut tester tous les chiens. Est-ce que vous avez testé tous les chiens? Et si vous l'avez fait une seule fois, faites-le plutôt 2 fois. Donc, voilà, il faut savoir que là, on va avoir justement, grâce au projet, la possibilité de faire des suivis dans ces élevages. Donc, il faudra vraiment reprendre contact, soit avec Karine ou avec les équipes des écoles, avec Alain, Sylvie et les autres équipes, pour qu'on puisse mettre en place un suivi et on pourra faire un suivi complet, par exemple, de ces élevages. Parce que voilà, un test en tout cas, je pense, avec des symptômes ne suffit pas. Et il faut aussi que je sache quel test parce qu'on a des performances très différentes entre les tests. Alors, un test intradermique n'a pas d'intérêt comme en bovine parce que on est sur Brucella canis et on n'a pas la même, on va dire, les mêmes résultats que ce qu'on pourrait obtenir. Et en plus, il n'est pas validé. Donc, je dirais qu'il faut utiliser d'autres outils pour l'instant pour les chiens. Brucellose ovine est-elle transmissible aux chiens? A priori, non. Si c'est une brucellose ovine, à Brucella ovis, donc qu'on appelle aussi épididymite contagieuse du bélier. Si c'est une brucellose ovine ou caprine à Brucella melitensis, oui. Et c'est pour ça qu'il est prévu, notamment dans le cas de zones où on a de la brucellose des ruminants, de tester les chiens systématiquement parce qu'ils peuvent être bien sûr infectés. Ils peuvent aussi avorter et avoir des symptômes. Dépistage, je gère une pension, cela peut se produire au niveau des chats. Alors, il y a quelques cas qui ont été décrits dans la littérature de Brucella chez les chats, mais pour l'instant, encore jamais de Brucella canis. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a jamais eu que ça n'existe pas. Voilà. Séroprévalence, ça signifie quoi? En fait, c'est la proportion d'animaux qui ont un test sérologique positif dans une population. Donc, par exemple, vous avez un élevage de 10 chiens, vous avez 4 chiens qui ont un test positif avec un test sérologique. On va considérer que la séroprévalence, c'est 40%. Donc, voilà. Du coup, dans un environnement, y a-t-il des risques? Alors, ça, je dirais peut-être. Ça peut dépendre un peu du type de contact entre les animaux. Si chaque animal est dans sa cage et se touche pas, je ne sais pas. S'il y a des moments où les animaux jouent ensemble et qu'ils se retrouvent, peut-être. Alors, les réglementations pour éviter de propager la brucellose. Alors, tous les aspects de gestion réglementaire est pris en main et de la responsabilité des services vétérinaires départementaux. A priori, il n'y a pas de mesures de police sanitaire nationale, mais chaque vétérinaire inspecteur, chaque département peut prendre des arrêtés de mise sous surveillance, voire des arrêtés d'infection pour des élevages ou des situations qu'il jugerait nécessiter, on va dire, un arrêt des échanges, un arrêt des mouvements, un arrêt de la commercialisation des animaux. Et ils peuvent décider de mesures de police sanitaire puisque c'est une maladie zoonotique à déclaration obligatoire.
Voilà. J'ai eu plusieurs avortements. Je n'ai pas fait entre deux chiens. J'en ai fait mycoplasme, mais bah, ça, je dirais qu'il faut voir peut-être qu'à la fin du webinaire avec d'autres présentations, ça fait partie du diagnostic différentiel. Donc, Je je vais vais en laisser mes parler du collègues répondre. mycoplasme tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc, quel test utiliser en routine? Bah, c'est ce que je dis. Peut-être que dans une première approche, un test sérologique, donc de détection des anticorps, est préférable, puisqu'il est moins coûteux, plus rapide et plus facile à faire d'une certaine façon, puisqu'il se fait à partir d'une prise de sang. J'ai acheté un chiot en Biélorussie, ça fait 3 mois. Est-ce que je peux faire ce test? Bah oui, vous pouvez faire ce test. Je conseille sur des jeunes chiots parce qu'on ne sait pas exactement si tous séroconvertissent, s'ils vont être tous séropositifs, de refaire le test une fois que les animaux sont pubères ou qu'ils ont 9-10 mois pour se laisser un petit peu plus de chance, on va dire, de bien détecter les positifs. Je pense que là, j'ai une question sur les premiers signes peuvent arriver dès 5 mois. Si sur une portée, un sujet se déclare, mais rien au niveau des autres chiots, est-ce que les chiots sont porteurs sains, mais potentiellement porteurs? On ne connaît pas toutes les possibilités. Dans les autres espèces, il existe des possibilités d'animaux excréteurs, porteurs, mais qui ne séroconvertissent pas. Donc, je ne sais pas si c'est également possible pour Bruxella canis. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des articles qui mentionnent que dans une portée, certains chiots peuvent être infectés et pas tous. Donc, on peut aussi probablement avoir des chiots qui sont sains. Y a-t-il eu des cas récemment, moins d'1 an? Oui, j'ai eu 2 appels hier et aujourd'hui de suspicion et on continue régulièrement à être sollicité pour des chiens infectés. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La brucellose bovine, peut-elle rester en sommeil? Alors normalement non, puisque sur la brucellose bovine, on a des programmes de surveillance qui sont très importants, on teste 1 million de bovins chaque année quand même, avec donc un suivi du statut indemne de la France en ce qui concerne la brucellose bovine et des petits ruminants. Donc normalement, on ne peut pas, on ne doit pas avoir de cas de brucellose bovine qui transmettent la brucellose aux chiens en France. En France, il faut savoir que d'autres pays européens ont encore des cas de brucellose chez les ruminants, et donc ce qui est vrai chez nous n'est pas vrai partout. Y a-t-il des races potentiellement plus affectées que d'autres? Non. On a des tas de races différentes aujourd'hui. Je dirais que c'est plutôt en lien avec l'historique. Voilà. Est-ce que la brucellose peut retarder les chaleurs des chiennes? Je ne sais pas. La brucellose canine peut-elle contaminer des bovins? A priori, non. En tout cas, jamais des cris. Voilà. Une brucellose canine à Bruxella canis, j'entends. Voilà. Dans la logique, nous devrions tester avant repro. Oui, ça me paraît, si on va dire, à partir du moment où on n'a pas encore de label élevage indemne de brucellose canine. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions à peu près. Après, il n'y a pas de vaccin, une non? séance Oui. questions-réponses peut-être à la fin, s'il y a encore des questions sur la brucellose. Ok. Et puis, de toute façon, les personnes peuvent peut-être te contacter ou contacter le réseau Pas de Bruxella souci. qu'on a mis en place. Est-ce que tu veux donner notre adresse Oui. Bécaniste@anses. Alors peut-être, est-ce que je peux l'écrire quelque part ou quelqu'un? Écris-la dans la discussion si tu veux, en menant, tu sais, tout en bas. Ouais, Qui c'est ça. il faut que tu mettes à tout le monde dans la réponse et puis tu peux mettre l'adresse dedans, tu le vois? Ok. Terminé, Raphaël. Non, mais pas dans le question et Non, mais réponse, c'est Karine la l'a écrit là. discussion. Ah, C'est c'est bon. bon, Ah, ok, c'est bon. très bien. Merci, Karine. Ouais, merci. Ok.
Donc voilà, dernière question, je suis éleveuse de chihuahua, mon mâle a eu une saillie, 5 bébés sont nés tous morts, est-ce que je dois tester mon mâle car il était sain? Je dirais pourquoi pas, oui. Ça me paraît une option. Après, voilà. Moi, je dis à mes étudiants vétérinaires que de toute façon, dès qu'il y a un problème de reproduction, il faut tester Brucella. Ouais. Donc, je pense que c'est… Alors, en fait, je voudrais revenir sur la notion, parce que tester, comment, puisqu'aucun test n'a l'air fiable, en fait, c'est pas que les tests ne sont pas fiables, c'est que les situations sont tellement diverses qu'un résultat de test peut correspondre à plein de situations différentes. Donc, c'est pas forcément le test qui n'est pas fiable, c'est la façon dont on l'interprète qui n'est pas facile. C'est un peu différent. C'est-à-dire, on peut avoir un résultat positif, sauf peut-être de temps en temps avec des résultats faussement positifs, effectivement, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt l'interprétation qui n'est pas facile, plutôt que de dire, c'est pas comme si je joue à pile ou face. Voilà, si j'ai une PCR positive, je suis quasiment certaine que mon chien est infecté. Si j'ai une bactériologie positive, je sais que mon chien est infecté. Si j'ai plusieurs sérologies positives dans un élevage, j'ai une grosse probabilité que mon élevage est infecté. Donc, en fait, il y a des tas de choses pour lesquelles on peut interpréter, mais c'est vraiment à la fois interpréter un test unique, négatif, c'est ça le plus difficile en fait. Voilà, c'est un résultat négatif, ça évidemment, c'est pas toujours facile à interpréter. Ça peut dépendre. Il peut y avoir une incubation, il peut y avoir une infection très ancienne, et donc c'est ça qu'il faut avoir conscience, dont il faut avoir conscience. C'est pour ça que, comme tu le disais, il faut toujours penser à retester les animaux Tout à suspects. fait, Donc, c'est vraiment important. tout à fait, je Bon. suis d'accord. Ben, merci beaucoup, Claire, pour toutes Eh ces ben, je vous en explications. prie, j'arrête mon partage.